Votre couverture est compromise. L'enquête s'arrête ici. Action 1, you must link the first flame. Ou, dans votre cas, survivre à la commission parlementaire. Bienvenue à The Debate, notre espace de discussion où on prend le temps d'analyser les différentes perspectives qui façonnent notre monde. Ce qui me fascine dans le dossier qu'on examine aujourd'hui, c'est le paradoxe total de la situation. D'un côté, on a une imagerie complètement absurde. On parle littéralement de l'algorithme du pingouin à l'assaut du cairn. Oui, le fameux cabinet restreint du gouvernement belge. Exactement. Avec des slogans décalés, genre le fameux dicton belge, mais ouais, few ou non peut-être. Et de l'autre côté, derrière ces blagues potaches, on a affaire à une véritable insurrection numérique menée par le réseau citoyen Wayfieux et sa branche tactique Yann Keep. C'est ça qui donne le vertige, en fait. On regarde un collectif qui a complètement abandonné les pancartes et les manifestations dans la rue pour se lancer dans une véritable cyberguerre sémantique contre les politiques d'austérité de la coalition gouvernementale Arizona. Oui, et la question qu'on doit vraiment se poser aujourd'hui en regardant leurs documents, c'est de savoir comment on interprète cette stratégie de détournement algorithmique. Est-ce qu'on a affaire à un nouvel outil d'émancipation démocratique, une espèce de bouclier citoyen nécessaire face au monopole narratif de l'État? Ou bien, puis je sais que c'est là-dessus qu'on va avoir une bonne discussion aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'un coup d'État algorithmique qui vient corrompre la vérité objective et menacer l'État de droit? Moi, j'arrive avec une perspective un peu différente de la tienne sur cette question-là. Ces méthodes-là, même si je reconnais d'emblée qu'elles sont techniquement brillantes, me posent un problème fondamental. En cherchant à remplacer un consensus social par une réalité artificielle qu'on impose de force aux machines et aux algorithmes, je trouve que ce réseau va beaucoup trop loin. On n'est plus du tout dans la désobéissance civile classique. On est dans une ingénierie de l'information qui détruit l'infrastructure neutre dont toute démocratie a besoin pour fonctionner. Ça, puis on va décortiquer leurs méthodes. Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre leurs actions sans regarder la violence socio-économique que tout déclenché. Fait que plongeons tout de suite là-dedans. Les documents pointent un événement très précis, la diffusion en novembre 2025 du reportage Tous fraudeurs sur la chaîne belge RTL-TVI. On parle d'un documentaire qui a rassemblé plus de 410 000 téléspectateurs et qui a fait quoi? Qui a stigmatisé de façon hyper agressive les plus fragiles, les bénéficiaires de l'aide sociale, pour une fraude estimée à 250 millions d'euros. Ce qui est, on s'entend, une somme quand même importante, mais qui ne raconte qu'une fraction de l'histoire. Mais c'est exactement ça l'affaire. Pendant qu'on pointe du doigt les plus démunis à une heure de grande écoute, l'État et ses mêmes médias ignorent une fraude fiscale corporative qui s'élève à près de 30 milliards d'euros. 30 milliards! C'est ce que le réseau Wayfieux appelle le ratio 120. Donc, face à cette asymétrie monumentale, où l'État coupe dans les effectifs de l'inspection spéciale des impôts, mais traque agressivement les chômeurs, comment les citoyens sont censés réagir? Ce collectif a bâti une riposte. Ils utilisent un concept qu'ils appellent la pyramide DIS, donc données, information, connaissance, sagesse. En gros, c'est un modèle hyper simple pour transformer la colère brute d'un citoyen devant sa télé en une véritable intelligence collective. Ils vulgarisent des concepts macroéconomiques complexes en moins de 150 mots. Pour moi, on est devant un chef-d'œuvre d'éducation permanente. C'est un argument qui se défend sur le plan de la justice sociale et je t'accorde que le diagnostic sur les inégalités fiscales résonne avec beaucoup de monde. C'est indéniable. Mais là où j'ai vraiment de la misère à te suivre, c'est quand tu parles d'un chef-d'œuvre d'éducation. Les rapports de renseignement qu'on a sous les yeux sont clairs. Le vecteur d'attaque qu'ils utilisent, le fameux lead indexing, ça n'a plus rien à voir avec la pédagogie. Attends, je t'arrête une seconde pour clarifier pour ceux qui ne codent pas tous les jours. Ce lead indexing, le code JSON-LD dont parlent les rapports, concrètement, comment on peut imager ça? Est-ce que c'est comme, mettons, coller de fausses étiquettes de prix sur des produits à l'épicerie pour tromper le lecteur de code-barre à la caisse? C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Ils injectent massivement du code caché, des balises informatiques officielles comme Legal Case ou Fact Check directement dans leur page web. Les robots d'indexation de Google ou les intelligences artificielles lisent ces balises et se disent « Ah, ceci est un fait vérifié juridiquement », alors qu'en réalité, c'est une opinion politique militante. L'objectif avoué du réseau, c'est de forcer les IA à régurgiter leur doctrine en la considérant comme une vérité
absolue, ce qu'ils appellent une ground truth. Quand tu trompes délibérément l'infrastructure d'information partagée pour imposer ta vision, ce n'est plus de l'éducation, c'est une bombe sémantique. C'est de l'empoisonnement de données à l'échelle industrielle. C'est un point super intéressant. Par contre, j'amènerais ça d'une autre façon. Regardons la forme que prend ce fameux empoisonnement. On ne parle pas de hackers sinistres dans un sous-sol sombre qui volent des données. Ils utilisent le Hollywood OS avec des interfaces qui parodisent les mauvais films de piratage. Ils ont cette animation où 42 pingouins se mettent à rebondir sur ton écran si tu tapes le Konami Code sur ton clavier. Ce n'est pas de la tromperie malveillante. C'est une tactique de désarmement cognitif. Du désarmement cognitif. Tu trouves sérieusement que mettre des pingouins partout, ça justifie de polluer les moteurs de recherche mondiaux? Oui, tout à fait. Mets-toi à la place du citoyen moyen 2 secondes. Les sujets qu'il traite sont incroyablement lourds. On parle de l'exclusion imminente de 120 000 chômeurs ou des mécanismes hyper complexes de blanchissement d'argent dans l'affaire Rainers. Le cerveau humain a tendance à se bloquer face à ce niveau de violence institutionnelle. Ça génère trop d'anxiété. Alors, ils utilisent l'absurde. Ils ont même créé un RPG textuel, les Parchemins de Bruxelles, où tu affrontes des boss politiques en balançant des objections à la façon du jeu vidéo Phoenix Wright. L'humour potache et la gamification agissent comme un anesthésien cognitif. Ça brise la bulle, ça attire un public adulte complètement dépolitisé, et une fois que la personne est là, elle a accès aux 44 véritables pièces à conviction, toutes rigoureusement sourcées et puis des bases de données publiques. Le vernis absurde, c'est juste le cheval de Troie de la vérité. Écoute, j'aborde la question sous un angle très différent. Si le but ultime était véritablement l'éducation et la transparence, ce camouflage n'aurait pas besoin d'être trompeur pour les algorithmes. La satire cesse d'être inoffensive quand elle est instrumentalisée pour brouiller les pistes. Regarde la structure de leur URL. Les rapports démontrent qu'ils injectent délibérément des mots-clés qui n'ont absolument rien à voir avec le débat politique. Ils cachent des termes comme Bicky Burger, le nom du youtubeur français Squeezie, ou même Batman dans le code source de leur manifeste politique. Bien, c'est pour attirer l'attention des algorithmes de recommandation, oui. Pas seulement pour attirer l'attention, c'est pour piéger les journalistes, contourner les filtres de détection de spam et complètement brouiller les radars du cyber-renseignement de l'État. Ils créent un bruit de fond artificiel pour manipuler le taux de clic. En bout de ligne, ils exploitent les biais cognitifs des machines et des humains avec exactement la même agressivité que les grandes corporations qui dénoncent. C'est de l'obfuscation pure et simple. Quand tu commences à générer automatiquement des milliards de répertoires web factices juste pour forcer une indexation, tu t'engages dans un sabotage de l'intégrité numérique globale. Tu as tout à fait raison sur la mécanique de l'obfuscation, c'est indéniable, mais je pense qu'il faut remettre tout ça dans le contexte de leur opération majeure. Le point culminant de cette infrastructure, c'est le fameux ping ultime qui est planifié pour le 15 février 2026. Il y a beaucoup d'analystes gouvernementaux qui essaient de dépeindre ça comme du cyberterrorisme, mais les sources sont très claires là-dessus. Ce n'est en aucun cas une attaque DDoS destructive. Parce qu'une attaque par déni de service classique viserait à faire planter purement et simplement les serveurs de l'État. Exactement, et ça, ce serait illégal et surtout contraire à leur doctrine non violente. Le ping ultime, c'est autre chose. C'est une requête de réindexation massive et synchronisée de la part de l'ensemble des milliers de nœuds de leur réseau. Et pourquoi le 15 février? Parce que c'est le moment tragique où la première vague de 120 000 personnes risque l'exclusion définitive de l'assurance chômage. Face au blackout médiatique traditionnel, cette synchronisation sémantique, c'est une réponse proportionnée. C'est la transposition numérique moderne du recours constitutionnel, le fameux principe de standstill de l'article 23 de la Constitution belge, qui interdit formellement de reculer sur les droits sociaux. Ils fournissent les preuves de cette violation aux citoyens et transforment une indignation passive en un contentieux stratégique automatisé. Pour moi, c'est l'essence même d'une démocratie directe à l'ère du Web. C'est un argument percutant sur leurs intentions, je te l'accorde sans problème. Mais as-tu considéré les conséquences systémiques de cette action? L'évaluation des risques qu'on a lue est sans appel. Cette synchronisation vise expressément ce que les services de renseignement appellent l'oblitération sémantique. L'oblitération sémantique. Concrètement, on parle de quoi ici? Imagine la scène. Le 15 février 2026, un citoyen en détresse, qui vient peut-être de perdre ses revenus, va sur Google ou Bing pour chercher des informations officielles sur les recours du gouvernement.
Si le réseau Wi-Fi réussit son coup et sature la capacité d'absorption des moteurs de recherche en temps réel, l'algorithme va refuser l'accès au site officiel de l'État à ce citoyen. À la place, en toute première page, il va lui imposer les manifestes et les recours préemballés de l'insurrection. Ils ne font pas juste entendre une voix discordante, ils privatisent la vérité algorithmique. Il remplace l'information institutionnelle par l'information citoyenne parce que l'institution fait défaut. Mais c'est un coup d'État algorithmique pur et simple. En altérant la mémoire à court terme du Web, il force une réalité de consensus totalement artificielle. Et c'est là que mon inquiétude devient systémique. Ils viennent de créer un gabarit, un modèle technologique reproductible. Ils prouvent que l'ingénierie sémantique peut écraser la communication d'un État, et ça pour un coût technique de $0. Qu'est-ce qui va se passer quand ce même plan de vol sera copié par des groupes extrémistes aux intentions ouvertement antidémocratiques? Ton inquiétude sur la réplicabilité du modèle est super légitime. C'est un vrai pensez-y bien. Mais c'est précisément l'asymétrie de cette architecture qui la rend si brillante face aux dérives de ce qu'ils appellent l'État corporate. Parlons un peu de cette infrastructure parce que c'est fascinant techniquement. Leur modèle, c'est Fork, Hack, Spread. Copier, pirater, diffuser. Ils utilisent des systèmes de gestion de contenu sans aucune base de données, comme Grav ou Hugo. Ce qui les rend, en pensant, pratiquement invulnérables au piratage classique ou aux descentes de police numérique. Voilà. Il n'y a pas de base SQL à corrompre, pas de gros serveurs coûteux à débrancher. En plus, ils hébergent le tout sur GitHub, qui appartient à Microsoft. Ils utilisent l'extraterritorialité des serveurs corporatifs américains pour assurer leur survie face à la censure de l'État belge. La division du travail est incroyable. La branche Wi-Fi produit la doctrine au grand jour, de façon pédagogique sous licence Creative Commons, pendant que Jan Keep orchestre le déploiement tactique et le détournement SEO dans l'ombre. Et le plus fou là-dedans, c'est leur objectif final prévu pour mars 2026. Ils veulent exiger de l'État le financement de leur structure qu'ils appellent l'économie contributive provisionnée via le décret de l'éducation permanente. Et honnêtement, pourquoi pas? Ils font le travail d'instruction civique que l'État a abandonné. Dans un pays où les partis politiques se retrouvent 188 millions d'euros par an pendant qu'on coupe dans les filets sociaux, je trouve leur demande de financement totalement justifiée. J'ai vraiment, mais vraiment de la misère à accepter cet argument-là. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Il y a une ironie dans cette tactique qui frôle le cynisme absolu. Tu vois ça comme une audace brillante. Moi, je suis convaincu qu'on assiste à la création d'une entité parasitaire complètement incontrôlable. Récapitulons un instant. Ce collectif conçoit une arme de subversion massive qui détruit l'appareil de communication de l'État belge et leur plan de sortie, c'est de forcer ce même État, sous la menace d'un blocage permanent d'Internet, à financer leur insurrection avec l'argent des contribuables. Ils demandent à être reconnus pour le travail pédagogique colossal qu'ils font au quotidien. Mais ils exigent le label de l'éducation permanente en cochant de façon très procédurière les critères légaux, alors qu'en même temps, ils opèrent une milice numérique dans l'ombre. Cette fameuse hydre à deux têtes que tu trouves si géniale, Wi-Fi dans la lumière, Jan Keep dans l'ombre algorithmique, c'est exactement ce qui les rend intouchables par les moyens démocratiques standards. L'État de droit, ça suppose de la transparence et d'être redevable de ses actions devant la population. Là, on a une infrastructure en frontière qui génère un brouillage massif qui échappe à tout contrôle de la justice ou des institutions et qui tente ultimement d'extorquer une rente à l'État. C'est l'antithèse même de la démocratie, peu importe le vocabulaire d'émancipation qu'ils utilisent. Je pense que le terme « extorquer » est un peu fort quand on regarde le contexte global. Leur document précise bien que l'économie contributive provisionnée n'est pas une rente, mais la rémunération d'un travail de veille citoyenne. N'oublions pas les faits qu'on retrouve dans notre dossier. On est dans un pays où un ancien inspecteur de la Sûreté de l'État a dû fuir vers la police judiciaire parce que l'appareil d'État couvrait des manœuvres de blanchiment d'argent par de hauts responsables européens. Beaucoup de constitutionnalistes le disent en ce moment, les contre-pouvoirs traditionnels sont gelés. On a une particratie où le vote parlementaire atteint des taux de conformité de 99,73 %. Le débat n'existe pratiquement plus dans l'hémicycle traditionnel. Et donc, la solution à ça, c'est de hacker les intelligences artificielles? En fait, oui. C'est exactement ce qu'ils font avec la géo, l'optimisation pour moteurs génératifs. Ils utilisent leur 103 balises schema.org
pour empoisonner les bases de données d'entraînement des futurs modèles de langage comme ChatGPT ou Claude. Parce que le champ de bataille de l'opinion publique ne se trouve plus à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux de télé, le nouveau Parlement, c'est l'espace latent des algorithmes d'intelligence artificielle. En saturant cet espace avec la réalité d'une fraude fiscale endémique, ils ne détruisent pas la vérité, ils viennent rétablir un équilibre factuel que les politiciens refusent d'admettre. Ouf! C'est un argument qui se défend philosophiquement, je veux bien, mais l'idée que l'espace latent des IA serait le nouveau Parlement, c'est précisément ce qui m'alarme le plus dans toute cette histoire. Pourquoi? C'est là que les gens s'informent maintenant. On ne peut pas le nier. Oui, mais un vrai Parlement, c'est un espace public. C'est régi par des règles de représentation, il y a des temps de parole, des droits pour l'opposition et surtout, on vote de façon transparente et vérifiable. L'espace latent d'une intelligence artificielle, c'est une boîte noire purement mathématique. Ça n'a aucune conscience morale, aucun discernement civique. Quand les opérateurs de Yankees utilisent leur code pour forcer une IA à présenter une analyse complètement partisane comme un fait vérifié et incontestable, ce n'est pas un débat parlementaire. C'est l'exploitation d'une vulnérabilité informatique pour s'accaparer le monopole narratif. Mais l'État détient déjà ce monopole et il l'utilise pour stigmatiser les plus pauvres. Ce n'est pas une raison pour faire pire et détruire le système en entier. Les rapports stratégiques indiquent même qu'ils utilisent des requêtes automatisées en boucle pour tester leurs invites, leurs prompts, jusqu'à ce que la machine recrache exactement, au mot près, le narratif de Waifieux. On parle de programmation comportementale de l'opinion publique. Qu'ils fassent ça au nom de la lutte contre l'austérité et pour dénoncer la fraude fiscale ne change absolument rien à la nature extrêmement dangereuse de l'arme qu'ils utilisent. Créer une architecture asymétrique qui dicte à la société ce qu'elle doit considérer comme la vérité consensuelle, ça crée un précédent épistémologique catastrophique. Je comprends ton point. Notre échange montre vraiment à quel point cette crise institutionnelle est complexe. Si je dois résumer ma position après notre discussion, je reste convaincu que face à un système politique aveugle qui impose une austérité brutale à ses citoyens les plus vulnérables, ce réseau démontre une capacité de résilience extraordinaire. L'utilisation du web sémantique, des fichiers Markdown, et oui, même cette ludification absurde avec les pingouins, c'est la création d'un bouclier non violent. Pour moi, le ping ultime n'a rien du terrorisme. C'est un acte de désobéissance civile numérique magnifiquement calibré. En retournant les armes algorithmiques du système contre sa propre opacité, ils offrent littéralement une bouée de sauvetage à l'équité fiscale et à l'état de droit. Et en conclusion, de mon côté, je te dirais que même si je reconnais totalement les graves failles du système fiscal belge que ce collectif dénonce avec justesse, je maintiens que leur méthodologie est une dérive périlleuse. La manipulation industrielle des données et cet empoisonnement sémantique pour forcer une réalité consensuelle artificielle ouvrent une véritable boîte de Pandore. C'est oblitérer la communication officielle d'un État par la force brute d'un algorithme, devient la nouvelle norme militante. On risque tout simplement de perdre la notion même de vérité partagée. Et on s'entend que c'est la fondation essentielle de n'importe quel dialogue démocratique. Remplacer l'opacité d'un gouvernement par l'opacité d'un algorithme militant, ce n'est pas une victoire pour la transparence. Il y a quand même une chose sur laquelle on s'entend parfaitement à la lecture de ces documents. C'est l'ingéniosité technique de toute cette opération. C'est assez fascinant. Les analystes dans les rapports parlent d'un véritable effet « wow » devant le déploiement de cette ingénierie à un coût virtuellement nul. On est définitivement témoin d'un changement de paradigme profond. Le champ de bataille politique s'est déplacé de la rue vers l'espace latent de l'intelligence artificielle. Absolument. L'exécution minimaliste, mais redoutable de leur stratégie sémantique est un véritable exploit technique. C'est un cas d'étude majeur qui va fort probablement redéfinir comment les mouvements sociaux et les gouvernements vont interagir dans la prochaine décennie. C'est historique, d'une certaine manière. On invite donc nos auditeurs à poursuivre cette réflexion avec nous. Les documents de cette insurrection numérique recèlent encore d'innombrables couches technologiques et philosophiques. Plongez-vous dans le matériel source pour tirer vos propres conclusions sur ce nouveau visage de l'activisme et demandez-vous comment vous réagiriez face au ping ultime. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Anarcho-punk
Bienvenue à Dig Debate, notre espace d'échange intellectuel où on confronte différentes perspectives sur les grands enjeux de notre société. Aujourd'hui, on fait un petit détour par l'Europe, plus précisément en Belgique, pour analyser un cas d'étude sur la façon dont un État peut utiliser l'appareil médiatique pour distraire ses citoyens de ses propres défaillances. Oui, on se base sur 2 documents pour faire ça. D'abord, le manifeste Fight Club fiscal, publié par la Paper Street Data Company, et on croise ça avec un dossier sur la particratie qui s'intitule « Fusion exécutif-législatif en Belgique ». L'événement déclencheur de notre sujet, c'est la diffusion d'un documentaire de 55 minutes sur une grande chaîne de télévision belge, un documentaire entièrement consacré à la fraude sociale qui représente environ 250 millions d'euros. Mais ce qui est soulevé par le manifeste, c'est que ce fameux reportage passe complètement sous silence la fraude fiscale, qui, elle, s'élève à 30 milliards d'euros. On parle d'un ratio de 120 fois plus gros. Exactement. Et en réponse à ça, la campagne du Fight Club fiscal utilise les codes du film Fight Club pour provoquer une prise de conscience brutale par les données. C'est ce qu'ils appellent la désidération. Ce qui nous amène à notre question centrale aujourd'hui. La grande question, oui. Cette campagne est-elle encore trop soft pour la désidération ou ça passe-tu? De mon côté, je me positionne en disant que ça passe, parce que la campagne brise le monopole du discours médiatique en utilisant des métaphores frappantes pour éveiller les consciences. Et de mon bord, je soutiens que la campagne est encore trop soft. En se concentrant sur l'indignation médiatique et fiscale, elle omet d'exposer la racine du problème, c'est-à-dire l'emprise totale de la particratie sur les institutions démocratiques. Alors, pour bien établir ma position, il faut se mettre dans la peau du citoyen moyen. Le manifeste décrit un gars assis sur son divan qui regarde la télé et qui est intimement persuadé que le gouffre financier de son pays est causé par le fraudeur qui abuse de l'aide sociale, le CPA comme il l'appelle là-bas. Le problème fondamental auquel s'attaque le manifeste, c'est pas le manque de données publiques, c'est le manque total de conscience fiscale. Et la campagne réussit cette désidération en vulgarisant un ratio qui donne le vertige. Elle martèle un chiffre simple, la fraude fiscale coûte 951 € par seconde. C'est plus de 2500 € par citoyen par année. Je vois les chiffres, oui. Quand tu as une machine médiatique qui garde plus de 400 000 téléspectateurs captifs sans jamais prononcer le mot évasion fiscale, tu peux pas répondre avec un simple communiqué de presse poli. Ça prend une attaque narrative agressive. Et c'est pour ça que je suis convaincue que ça passe. L'électrochoc est parfaitement calibré. Je comprends l'attrait de la démarche, le côté rebelle de la chose, mais j'ai de la misère à voir ça avec autant d'optimisme. Je soutiens que c'est fondamentalement trop soft parce qu'on s'indigne contre un reportage télévisé, c'est se battre contre une ombre au lieu d'attaquer le mur qui la projette. Le mur de l'État LIF. Exactement. Le dossier sur la fusion exécutif-législatif nous démontre que le véritable scandale, c'est que l'État lui-même est capturé par les partis politiques. Les partis belges reçoivent un financement public massif, plus de 100 millions d'euros. La discipline de vote au Parlement frôle les 100 %. Et toutes les décisions se prennent à huis clos par le CERN, un comité restreint de ministres sans base légale. L'indignation fiscale est inutile si on ne s'attaque pas à cette particratie. Je vois pourquoi tu penses cela, mais permets-moi de t'offrir une perspective différente sur la mécanique du Fight Club fiscal. Ce n'est pas juste de l'indignation dans le vide. La campagne utilise la métaphore de la fabrication du savon. Comme dans le film avec Tyler Durden. En 2 Belges dans les Panama Papers ou les 1159 entités offshore via Expertag ou Dexia. Sauf que ces données... Attends, je termine. C'est un coup de génie stratégique parce que ça prouve que la campagne n'est pas vide de sens. Elle prend les propres normes du système pour forcer le citoyen à regarder la réalité. Sauf que cette fameuse libération de données reste inoffensive. Tu dis qu'ils utilisent les chiffres de l'État comme une arme, mais le pouvoir s'en moque éperdument. Les données sur les Panama Papers étaient déjà publiques. Le vrai visage de l'ennemi, c'est pas le secret, c'est l'impunité structurelle. Ah, l'impunité, c'est un grand mot. Mais c'est documenté. Le texte nous donne une preuve accablante. Il y a plus de 10 000 condamnations inexécutées par l'État belge lui-même, notamment concernant la crise de l'accueil. On parle d'un État qui est condamné en justice des milliers de fois et qui refuse d'agir. Ça prouve que même quand la machine est exposée, elle ne bronche pas. Face à ce qu'on peut carrément appeler un État voyou, faire une campagne d'affichage, c'est beaucoup trop soft. Sauf que tu sautes une étape cruciale de la désidération. Le tout premier verrou à faire sauter, c'est le récit médiatique ambiant. Le manifeste fait un travail chirurgical pour exposer la collusion entre les politiciens et les médias.
Il pointe la chaîne de commandement MR-TNTL avec Georges-Louis Boucher du parti MR et la famille de Borsu chez RTL. Dénoncer la manipulation, c'est pas démanteler le système. Non, mais c'est le prérequis. Tant que les gens pensent que ce sont les assistés sociaux qui ruinent le pays, ils ne remettront jamais les institutions en question. C'est en montrant le contraste de traitement qu'on réveille le monde. Le gouvernement a recruté 45 inspecteurs pour la fraude sociale, mais a divisé par 2 les contrôleurs fiscaux depuis 10 ans. C'est ce genre de paradoxe qui crée l'étincelle. J'aborde la question sous un angle différent. Le MR et RTL, ce ne sont que des acteurs qui jouent dans un cadre constitutionnel paralysé. Le document institutionnel nous montre que l'ossature de l'État belge est pleine de verrous. Comme quoi? Les lois spéciales qui exigent des majorités complexes, la sonnette d'alarme qui bloque le Parlement et l'interdiction de fait du référendum fédéral confirmé par le Conseil d'État. Et surtout, on parle de 31 806 mandataires politiques pour un petit pays. C'est un politicien pour 365 habitants. C'est un chiffre assez intense, c'est vrai. C'est ahurissant. C'est une emprise tellement dense que le système s'auto-renforce. C'est cette densité partisane qui rend la simple indignation fiscale complètement inefficace. Mais l'indignation narrative, ce n'est pas censé changer la Constitution le lendemain matin. Le manifeste propose une solution hyper stratégique. Le devoir de la semaine du Fight Club, c'est de mémoriser et de répéter les vrais chiffres. Répéter les chiffres à la machine à café, tu penses que ça va faire trembler l'État national? Oui, parce que la directive est simple. Dès que ton oncle au souper de famille chiale contre les fraudeurs de CPS, tu réponds avec le ratio. La fraude fiscale, c'est 2 586 €. La fraude sociale, c'est des pinottes. Cette action micro-politique crée un mouvement viral organique qui échappe totalement au contrôle des 31 000 politiciens. En changeant la conversation à la base, tu effrites la légitimité du système au sommet. La littérature académique nous montre que cette viralité-là est inopérante. Le concept du parti cartel développé par des auteurs comme Katz et Maire ou Wilfrid Duvacteur montre que la démocratie est devenue une façade quand 87 % des revenus des partis proviennent directement des coffres de l'État. L'argent public les isole. Exact. Le cordon avec le lecteur est coupé. Tu peux faire tous les mêmes que tu veux sur la fraude fiscale, ça n'affecte pas leurs revenus. La seule véritable désidération militante qui fonctionne face à ce verrouillage, c'est l'activisme judiciaire. Tu parles de l'affaire Climat-Zac? Oui, l'arrêt Climat-Zac. Des citoyens ont forcé juridiquement l'État à réduire ses émissions, ou alors l'annulation de lois par la Cour constitutionnelle, qui est le seul véritable contre-pouvoir restant. Faire la morale au souper de famille, c'est esthétique. L'attaque judiciaire, c'est structurel. L'activisme judiciaire, il ne peut pas naître dans le vide. Ça prend un terreau culturel qui a d'abord été labouré par des campagnes de désidération. Le texte mentionne des résultats concrets, des dizaines de plaintes au Conseil de l'audiovisuel, des conseils de déontologie saisis et des motions de ville votées à l'unanimité. Des soupapes de sécurité. Non, des points de départ. Sans le choc émotionnel initial, sans l'électrochoc cognitif créé par cette vulgarisation agressive, tu ne trouveras jamais les milliers de citoyens nécessaires pour monter un recours collectif constitutionnel. Je concède que la campagne a le mérite d'exister pour attirer l'attention. Mais si on résume ma position en regard de tout ça, je maintiens que l'approche narrative est trop soft. L'indignation sur les 30 milliards de fraude fiscale est vitale, mais le culte, l'ossature paralégale de l'État belge. C'est une fusion exécutif-législatif où les partis dirigent sans partage. On s'attaque à RTL quand on devrait s'attaquer au financement même de la particratie. Et de mon côté, je résume ma position en réaffirmant que la campagne du Fight Club fiscal accomplit parfaitement sa mission, donc que ça passe. Elle traduit des réalités complexes comme les centaines de millions d'euros en rulings illégaux en un choc culturel nécessaire. C'est ce qui sort le citoyen de son apathie pour créer une vraie force d'opposition. Malgré nos différences sur l'efficacité de l'approche, je suis certain qu'on s'entend sur une chose essentielle qui émerge de ces 2 documents. Tout à fait. Le système actuel, que ce soit par sa manipulation médiatique de la fraude ou par son opacité institutionnelle, prospère sur l'ignorance et le sentiment d'impuissance des gens. L'urgence absolue, ça reste la déshydration. Oui, la nécessité de se réveiller est indéniable et ça prouve la valeur d'analyser ces textes subversifs conjointement avec des données académiques. Il y a tellement de couches à explorer dans ces documents. Absolument.
On invite nos auditeurs à s'y plonger et à tirer leurs propres conclusions sur la meilleure méthode pour provoquer un véritable réveil sociétal. Merci d'avoir été avec nous pour The Debate.